Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Merci de prendre du temps sur votre heure de dîner précieuse pour être avec nous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, sujet équipe engagée, projet réussi, les stratégies de mobilisation. Il y a beaucoup de mots là-dedans. On va essayer de faire, faire le plus possible de sens de tout ça. En gros, les objectifs que j'ai avec vous aujourd'hui, on va essayer de maximiser votre temps, mais c'est de comprendre un peu là, les dynamiques d'équipe projet, entre autres. On va parler de certaines habiletés, hein, du leadership, entre autres, là, ce qu'on peut faire pour mobiliser une équipe. Puis, ben, essayer de connaître les meilleures pratiques là, pour s'assurer d'avoir une collaboration qui est optimale. Aujourd'hui, c'est pas un cours de, c'est pas un cours, c'est pas un webinaire de ressources, de gestion des ressources humaines, hein. C'est pas un webinaire de gestion RH. C'est vraiment dans la posture de j'ai des collègues, j'ai des employés, puis je souhaite que les gens soient le plus mobilisés possible. Donc, qu'est-ce que moi je peux faire en tant que en tant qu'individu dans mon équipe pour pouvoir faire en sorte que les gens soient mobilisés? Donc, notre horaire d'aujourd'hui, ben, on va parler un petit peu, on va mettre un petit peu de théorie là, autour de la mobilisation, hein. On va essayer d'aller voir ce que ça veut dire, tout ça, mobiliser. Ensuite, on passera du temps à se poser un diagnostic, c'est-à-dire mon équipe, là, elle est où, là? Je suis où en ce moment? Je me perçois où dans ma performance d'équipe? Est-ce que les bonnes conditions sont réunies dans mon équipe pour faire en sorte que les gens soient mobilisés? Puis ensuite, ben, en prenant toute cette théorie-là qu'on va avoir accumulée, ben, on va regarder ben, comment est-ce que je peux passer à l'action, qu'est-ce que je peux faire concrètement au quotidien, mais aussi peut-être des petites actions correctives là, que je pourrais apporter pour pouvoir favoriser la mobilisation dans mon équipe. Donc, on va commencer par parler de mobilisation. Je vais vous inviter, ceux qui le désirent, à vous connecter sur la plateforme WooClap. Ceux qui connaissent déjà la plateforme, tant mieux. Si je vois des gens là, qui vont chercher leur téléphone, mais vous pouvez vous connecter. Dans le fond, ce que ça va faire, c'est que vous allez pouvoir répondre à quelques questions. Il n'y en a pas tellement. Donc, si vous avez de la difficulté à vous connecter, stressez-vous pas avec ça, c'est pas grave. Mais pour vous connecter, pour répondre aux questions, donc vous pouvez scanner le code. Sinon, vous pouvez aller sur le site de WooClap et le code d'événement va s'appeler Mobilus. Normalement, là, je pense que Karine va avoir mis dans le chat également là, les informations pour vous connecter. Donc, je vous laisse quelques secondes, ceux qui le désirent, pour vous connecter. Je pense que j'ai une personne de connectée pour l'instant. Peut-être que c'est mon écran qui ne se rafraîchit pas. Donc, je vous laisse voir si vous êtes connecté. Alors, oui, juste une personne. Non, 81. OK, wow, wow, il y a du monde. Oui, je vois qu'il y a 129 personnes de connectées. Donc, je vais attendre encore une personne ou deux de plus. Oui, les gens me font un petit pouce en l'air. Donc, des petites questions de réchauffement. Hein? Dans quelle ville vous trouvez-vous présentement? Juste pour voir un peu là, où est-ce qu'on se situe. Il devrait y avoir beaucoup de Sherbrooke. Donc, je vous invite à voter. Pour votre ville, ça va être quoi la ville gagnante? Souvent, c'est Montréal, malheureusement, là, mais on verra. Beaucoup de gens de Sherbrooke, évidemment. Alors, beaucoup de gens de Sherbrooke, des gens de Québec, des gens, mon Dieu, Rouyn-Noranda. Oh mon Dieu, j'ai vu Lévis, on va arrêter les. Donc, oui, mais majoritairement, là, vous êtes de Sherbrooke. Donc, majoritairement, vous êtes de Sherbrooke, mais il y a des gens d'un petit peu partout, des gens de Montréal, des gens de Québec. J'essaie de voir Westbury, Repentigny. Génial. Alors, je vous pose ma première vraie question. Si vous aviez à choisir un seul mot pour représenter la mobilisation, ça serait quoi ce mot-là? Hein? Quand je vous dis, hop, on a Longueuil, Sherbrooke qui continue, c'est pas grave, les mots vont s'effacer. Mais si je vous aviez à résumer la mobilisation en un seul mot, ça serait quoi ce mot-là? Alors, engagement, solidarité, je vais juste simplifier un petit peu l'affichage. Alors là, il y a beaucoup de choix qui vont s'afficher. Je laisse quelques quelques moments pour répondre. Hey, engagement, j'adore votre mot. J'adore le mot hein, de l'engagement. On sent l'aspect social. On va en parler aujourd'hui d'engagement. Je vois le petit mot qui ressort aussi un peu, qui est la motivation. Hein, il y a le mot motivation qui ressort un petit peu. Vitalité, ensemble, responsabilisation. J'aime beaucoup aussi le fait de se responsabiliser. Il y a une notion d'autonomie là-dedans. En fait, le mot engagement, il est intéressant, mais on va creuser un petit peu. En fait, là, quand on parle de mobilisation, on va être souvent intéressé à des signes que les gens ne sont pas mobilisés. Hein? Ce serait quoi les signes? Ben, tu sais, des gens ont un rendement qui ont un rendement insuffisant. L'équipe ne produit pas les résultats qu'on voudrait. Prolongation excessive des pauses. Il y a beaucoup de temps. Bon.
Puis là, c'est difficile à juger, hein. C'est tout perceptuel, là, mais on a comme une perception là, que c'est pas optimal, là. Les gens sont pas à 100% dans leur travail. Un petit manque de productivité, un taux d'absence, puis là, non justifié, mais encore là, il y a quelque chose de la perception là-dedans, là, mais les employés sont pas là, mais ils sont malades, mais là, c'est comme, ils sont mal de ventre, là, il vient d'où, là, ça, c'est exactement. Puis là, vous allez voir que mes signes de démobilisation, là, ils s'en vont en empirant. Mais attribution de faute entre collaborateurs, hein, tantôt, il y avait le terme responsabilisation, on se responsabilise moins. On est en train de dire, ben, OK, ça ne fonctionne pas à cause de mon client, à cause de mon partenaire, à cause de, etc., etc. Rivalité marquée entre collègues, je pense que ça se complète. Falsification des heures travaillées. Hein, oui, oui, là, puis surtout avec le télétravail, là, c'est correct d'aller prendre une marche, là, mais c'est peut-être qu'il y a une exagération marquée qui commence, on suspecte, on ne sait pas. Refus d'admettre ses erreurs. Puis, tu sais, au-delà de ça, là, ça peut aller même jusqu'à des incidents plus physiques, de violence ou d'abus. Hein, c'est des signes de démobilisation. En fait, je veux tout de suite faire une distinction entre la motivation et la mobilisation. Hein. Le terme est revenu quand je vous ai demandé c'était quoi, c'est quoi mobilisation en un mot. Vous avez beaucoup dit de l'engagement, mais il y a cet aspect-là de motivation qui est un petit peu caché derrière le terme de la mobilisation. La motivation, c'est quoi? Ben, c'est comme la composante ou la dimension individuelle de la mobilisation. Puis on dit ici, c'est différent d'une personne à l'autre. Mes buts dans la vie, ce que j'aime faire, même si on a des choses qui sont probablement en commun, on va y revenir, mais c'est propre à chaque individu. Donc, c'est la dimension, c'est le je. Quand on va parler de mobilisation, ben là, ça va être la dimension collective. Hein. Tout le monde peut faire un travail qui le motive fondamentalement, mais quand on met tout le monde ensemble, ben, ça avance pas là, de façon performante quand même. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des solutions ou il y a des propositions ou il y a des apprentissages à faire et du côté de la motivation et du côté de la mobilisation. Donc, je vous pose, on va se concentrer sur la motivation d'abord. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe du côté de la motivation, comment on peut tirer des apprentissages. Puis ensuite, on parlera de la mobilisation. Je vous pose une petite question. Oups. Alors, ça ne s'affiche pas. Alors, j'allais vous poser une question, mais je ne sais pas pourquoi elle ne s'affiche pas. Mais ma question aurait été, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut motiver quelqu'un, oui ou non? Probablement que, je vais vous dire là, un gros 80% du temps, quand je pose cette question-là, il y a la moitié des gens qui vont répondre oui, c'est possible de motiver les gens, puis l'autre moitié des gens vont répondre non, c'est impossible de motiver les gens. OK? Je vous donne le topo de ce qui arrive normalement. La réponse, la vraie réponse, c'est que motiver des gens, ça se peut pas vraiment. Puis là, je vais apporter des grosses nuances par rapport à ça. Mais c'est difficile. Pourquoi? Parce que ça relève puis ici, on appelle ça des motifs internes. Ça relève de ce qui est dans la tête d'un individu. Je vous invite là, à imaginer là, quelqu'un qui est à trois semaines de sa retraite, puis vous lui demandez de faire quelque chose que ça ne lui tente pas, c'est contre ses valeurs, puis ça lui demanderait un très, très grand effort. Bien, la logique veut que cette personne-là, peu importe ce que vous allez mettre comme condition, vous allez essayer bien, il est très fort possible que cette personne-là soit jamais motivée. Il y a quelque chose qui relève de la personne elle-même. Ici, on dit de ses antécédents. Puis là, antécédents, c'est large, là. Il y a la personnalité de la personnalité. On n'aime pas tous les mêmes choses, puis on ne sait pas trop pourquoi. Il y a tous les événements qui se sont passés dans notre vie antérieurement. Les fois où j'ai eu du succès à faire des choses, les fois où j'ai pas eu du succès à faire des choses. Tout ça vient comme créer une espèce de motif interne, de croyance, ben, d'une personne externe, moi, personnellement, j'ai de la misère à comprendre les miens, là, les propres miens. Fait que de comprendre ceux des autres, c'est quand même une tâche qui est assez difficile. Ces motifs internes-là, si je repars de la fin ici, là, ce qu'on est intéressé, c'est de voir des comportements qui sont motivés. Hein. On veut que les gens autour de nous y aient des comportements qui démontrent une certaine motivation. Motivation, c'est quoi? Ben, c'est quelque chose qui a un déclenchement, une direction, une intensité puis une persistance.
Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est déclenchement. Ah, ben c'est le premier du jour de l'an. Puis, ben mon Dieu, il faudrait peut-être que je me remette en forme. OK? Fait que là, il y a un comportement motivé qui commence. Direction, ben je vais faire du ski. Donc, je prends une direction, là, quelque chose qui fait que je peux aller faire de la course, là, je vais me mettre à faire du ski de fond. Intensité. OK, les 2, 3 premières semaines, là, j'en fais de façon régulière, mais là, l'intensité varie dans le temps. Puis, ben, persistance, ben, peut-être que je suis rendu à la fin du mois de février, puis j'ai déjà arrêté. OK? Je dis ça, là, je dis ça pour un ami, là, c'est pas moi, c'est un ami. Non, c'est pas vrai. Mais tout ça pour dire que ce comportement motivé-là, ben, il vient de quoi? De certains besoins que j'ai. Tu sais, je ressens le besoin de, par exemple, faire en sorte que mon travail fasse du sens pour moi, de cognition, hein, de représentation de ce qui est important, de croyance, puis des émotions que moi, je vis à un moment précis. Mon émotion est très forte le 1er janvier parce que je me dis c'est le bon moment, mais mon émotion est pas mal moins forte rendue le 29 février. Bref, tout ça pour dire que ces motifs internes-là sont difficiles. C'est difficile de les modifier chez quelqu'un. C'est pratiquement pas possible. La seule chose que je peux potentiellement faire, c'est me poser la question, mais comment je peux influencer l'environnement de la personne pour faire en sorte que si cette motivation-là, elle est présente, ben, elle va se manifester. Qu'est-ce que je peux faire de mon côté qui va faire en sorte que je nuirai pas aux motifs internes, là, je vais les aider, ces motifs internes-là. OK? Euh, donc, ce qu'on peut faire, ben, il y a plusieurs, tu sais, par exemple, là, il y a des gens des fois qui vont dire, on n'est pas tous motivés par les mêmes choses, hein. Il y a des gens, là, je suis sûr que vous connaissez, là, des gens qu'on leur demande, est-ce que tu pourrais m'aider? Ces gens-là vont dire oui. Il y a des gens, on va leur demander, est-ce que tu pourrais m'aider? Ces gens-là vont dire pourquoi? OK? On n'est pas tous on n'est pas tous exactement motivés par la même chose exactement. OK? Pas vraiment par la même chose. En revanche, il y aurait quelque chose d'universel dans des besoins sous-jacents que tout le monde a pour être motivé. Autrement dit, là, ces besoins-là, si je ne les ai pas dans mon environnement, c'est impossible pour moi d'être motivé. Il y a les travaux de Deci et Ryan, des chercheurs américains, qui ont établi 3 besoins fondamentaux. C'est des besoins psychologiques fondamentaux. Je ne les ai pas, je ne peux pas être motivé. Le besoin de compétence, le besoin d'autonomie, puis le besoin de relation ou d'affiliation, le sentir que je fais partie d'un groupe, que je fais partie de la gang. Ces 3 besoins-là, s'ils ne sont pas présents, ça va être difficile pour moi d'être motivé. Si mon environnement fait en sorte que ces besoins-là sont brimés, je vais être démotivé. Puis, ben, c'est le travail qui est difficile pour nos collègues, pour nous-mêmes, pour nos employés, ben, ça va être de créer un environnement où ces besoins-là vont être présents. Il y a quelque chose de très personnel à chaque personne. C'est très perceptuel. OK? Fait que je vais commencer par le besoin de compétence. Le besoin de compétence, ça veut dire pour que je sois motivé, je dois me sentir compétent. Puis, idéalement, l'être. OK? Idéalement, l'être. Mais il y a une question de perception. Donc, par exemple, disons, imaginez-vous, là, je suis peintre en bâtiment. Ça fait 20 ans que je suis peintre en bâtiment. J'adore faire mon travail. J'adore ça, peinturer. J'aime ça, là. Je ne vois pas le temps passer. Je veux faire ça de ma vie. Tu sais, il y a des gens, là, tout le monde en connaît. En tout cas, moi, j'en connais un, là, il ne prendra jamais sa retraite. Là. Il adore travailler manuellement. Puis bon, disons que je suis un peintre en bâtiment, j'adore peinturer. J'arrive une journée au travail, puis je suis habitué de peinturer au rouleau. Puis là, on me demande de peinturer au fusil. Mais là, j'ai un changement de compétence. Là. Je ne suis peut-être pas habitué de peinturer au fusil. Ce qui risque d'arriver, si je peinture au fusil, c'est que je vais me mettre à faire des coulisses, je vais me mettre à. Ben, ça se peut que le lendemain, si je sais que je vais devoir repeinturer au fusil, ben, ça m'intéresse un peu moins de rentrer. Là. Ma motivation elle va avoir été affectée par ça. Si je fais quelque chose qui est en dessous de ma compétence, ben, ça va être difficile pour moi d'être motivé. Si je fais quelque chose qui me demande trop de compétences, ça va être difficile pour moi d'être motivé.
On aurait le besoin d'autonomie ensuite. Le besoin d'autonomie, ça veut dire que je dois avoir un certain degré d'autonomie dans ce que je vais devoir faire, dans ma tâche, dans la tâche que j'ai à faire. Puis là, vous voyez qu'il y a un lien entre la compétence et l'autonomie là, des employés là, qui commencent dans un travail. C'est toujours un peu délicat. Hein? Ils n'ont pas la compétence, ils ne connaissent pas beaucoup le travail, ils ne connaissent pas beaucoup le milieu, mais ils aimeraient ça peut-être avoir beaucoup d'autonomie. Puis là, ben, il y a comme cette espèce de danse-là qui n'est pas facile. OK? Je ne vous dis pas que c'est facile. Mais l'autonomie, il faut voir ça un petit peu comme un carré de sable. Hein? C'est quoi mon carré de sable? C'est quoi la limite de ce que je suis capable de faire? Puis ce que je peux faire, puis elle s'arrête où cette limite-là? Ça ne veut pas dire l'autonomie qu'il n'y a pas de limite, là. Ça veut dire qu'il y a un cadre, puis j'ai un cadre dans lequel je peux jouer qui est au niveau de mes compétences. Je reprends mon exemple de peintre en bâtiment, là. Je suis peintre en bâtiment, ça fait 20 ans, j'aime beaucoup mon travail. Il y a un nouveau contremaître qui arrive, puis le contremaître, il me dit, peinture ce mur-là, quand tu as fini, viens me voir, puis ensuite, tu pourras peinturer le mur suivant. Donc, c'est sûr et certain que la personne va se dire, ben voyons, ça fait 20 ans que je fais ça, là, laisse-moi tranquille. Hein, ça va être ce qu'on appelle souvent de la micro-gestion. Hein, je suis un micro-gestionnaire. Fait que là, je dis, ben, c'est sûr que ça va venir affecter ma motivation. Donc, de sentir que je suis autonome dans la tâche que je vais faire. Puis finalement, ben, besoin de relation. Je dois percevoir que je fais partie du groupe. Hein, je fais partie de la gang. Je ne fais pas partie d'une clique, une sous-clique, un sous-groupe, que je fais partie d'un groupe qui est un tout, puis je fais partie de ça. Ce qui est intéressant de ces besoins-là, c'est que les études tentent à démontrer que euh, la perception d'en avoir réellement besoin, autrement dit, là, je pourrais me dire que moi, le besoin de relation, j'en ai pas tant besoin. Alors, ça se peut que vous n'en ayez pas tant besoin, mais pour être motivé, vous en avez besoin quand même. Il n'y a pas de lien entre est-ce que je crois que j'en ai besoin de ce besoin-là, puis la motivation. Tout le monde aurait besoin de ces trois composantes-là de façon assez égale. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on ne peut pas agir sur la motivation. Ça, c'est trois éléments sur lesquels on peut agir, on peut aider. Puis en passant, là, quand on parle de motivation, ben, ça veut dire qu'on peut s'aider soi-même. Hein. Procrastiner, c'est quoi? Ben, c'est d'avoir une tâche à faire qu'on n'aime pas ou que peut-être on n'est pas complètement compétent à faire. Ben, c'est sûr que si je réalise ça, que c'est ça le problème, ben, c'est sûr que ça me dire je vais commencer la tâche, ça va m'empêcher de procrastiner, je vais comprendre un peu mieux comment elle est faite. Hein, donc, ça s'applique pour soi-même aussi. Donc, ça, c'est au niveau de la motivation. C'est sûr et certain que, comme je vous disais tantôt, la motivation, c'est la composante qui est individuelle. Donc, chaque individu va avoir une espèce va avoir tous ces besoins-là là, d'appartenance, d'autonomie, de relation, puis de compétences. Puis là, ben, il y a une nature individuelle. Hein. Personne mais c'est pas tout le monde qui est rendu au même niveau. Donc, ça va demander une adaptation à la personne qui est en face de moi. Mais la mobilisation, c'est plus que ça. Hein. Je peux avoir cette motivation-là individuelle. Fait qu'on peut s'imaginer là, un paquet de peintres en bâtiment qui aiment ça faire leur travail. Mais ça se peut que collectivement, là, on n'y arrive pas malgré tout. Fait que là, ben là, on va parler du thème de la mobilisation. Je vais vous parler de certains aspects de la mobilisation aujourd'hui parce qu'on a juste une heure. Puis parce que moi, mon objectif en vous présentant ces thèmes-là, c'est de vous donner des pistes de choses que vous pouvez faire. Je présente ici un modèle, là, je vous promets, là, vous n'êtes pas obligé de tout comprendre, ce modèle-là, OK? Mais c'est un modèle de la mobilisation là, de Tremblay-Simard qui est beaucoup utilisé en ressources humaines pour générer, disons, là, vous avez une organisation de 1000 employés, bien, qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer le plus possible qu'il va y avoir de la mobilisation dans mon organisation? Je vais juste vous simplifier ça très rapidement. Là. Ce côté-là du diagramme, on ne s'y attardera pas aujourd'hui. Hein. C'est vraiment plus là, sur la mesure d'indicateurs de mobilisation en ressources humaines. Ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est sur quoi on a un levier. Hein. C'est sur quoi on peut agir. Et là, ici, on en nomme quatre. En fait, il y en aurait probablement cinq. Là. Donc, il y a les pratiques de gestion des ressources humaines. C'est sûr que ça influence la mobilisation. On n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui, mais juste pour vous donner un exemple, disons que vous êtes une petite PME, puis que vous n'avez pas d'échelle salariale. Tous les salaires de tous les employés sont négociés à la pièce. Puis là, à un moment donné, il y a deux employés qui partagent leur salaire, puis là, ils se rendent compte, bien voyons, c'est complètement injuste.
Je veux dire, c'est quoi la logique? Puis là, ben, souvent, ces PME-là, ils ne peuvent pas rien justifier. Donc, c'est sûr que dans les pratiques de gestion de ressources humaines, ben, il y a là un levier de mobilisation. J'en parle pas beaucoup aujourd'hui, là, mais c'est parce que souvent, dans votre rôle, vous n'avez pas nécessairement le contrôle là-dessus. Mais c'est une sphère là, de la mobilisation. Il y a tout ce qui est donc gestion des pratiques des ressources humaines. Il y a tout ce qui est vision, mission, valeur, objectif. Autrement dit, qu'est-ce qu'on fait ici là, comme organisation, puis comment c'est présenté. Encore une fois, vous avez un petit peu de, en tant que gestionnaire, en tant que membre d'une équipe, vous avez un petit peu de pouvoir là-dessus sur comment les choses sont présentées, mais des fois, c'est plus large que nous-mêmes. En revanche, l'organisation du travail, comment le travail va être organisé. Hein, si c'est toujours les mêmes personnes qui ont le même travail intéressant, si, il y a du travail qui est valorisé, hein, on va valoriser certaines tâches versus d'autres. L'organisation du travail va influencer sur la mobilisation. Puis on parle du leadership des cadres. Quand on dit leadership des cadres ici, on veut dire la manière d'agir des gens, des gens qui sont autour de nous dans l'organisation. Donc, je vous simplifie ça en vous disant que l'organisation du travail puis le leadership des cadres vont influencer le climat général. Puis ce qu'on va rechercher dans un climat de gens qui sont mobilisés, mais on va chercher un sentiment de confiance. La confiance voulant dire que je me sens capable d'exprimer mon point de vue, d'essayer des choses sans que nécessairement ça peut se retourner contre moi-même dans le futur. Hein, je me sens en confiance, je me sens en sécurité. Un environnement où il y a du soutien. Donc, on sent que les personnes se soutiennent mutuellement. Sentiment de justice, comme je vous le disais tantôt, là, il y a une justice dans les décisions, dans les salaires, il y a une logique là, dans tout ça. Il y a de la reconnaissance, puis il y a un sentiment de pouvoir agir. Donc, en tant qu'individu, sans nécessairement se soucier de la mobilisation à grande échelle, mais en se souciant de la mobilisation au sein d'une équipe ou d'une équipe de projet, en tant que chargé de projet, gestionnaire, superviseur, employé ou collègue, mais ce sont des éléments sur lesquels j'ai un certain pouvoir. OK? Donc, la question que je veux qu'on s'amène à se poser dans le webinaire d'aujourd'hui, puis là, je vous promets que je vais vous donner des pistes d'action, mais c'est comment, sachant tout ça, ben, je peux, moi, dans mon rôle, favoriser la mobilisation de l'équipe. Donc, si je vous résume ça, on a la motivation, on a la mobilisation, puis on a les leviers qui sont accessibles à tout. La motivation, ben, on doit nourrir un sentiment de compétence chez les gens. Les gens doivent se sentir compétents. Les gens doivent se sentir autonomes. On doit sentir qu'on fait partie d'un groupe. On doit créer un climat de confiance. Idéalement, là, la barre est haute. Là. Bon, ça ne sera jamais parfait. Mais on doit offrir du soutien, mais informationnel et émotionnel. Hein. On doit être disponible émotionnellement pour les autres. On doit être juste dans ses décisions, dans ses relations, dans le temps qu'on va consacrer aux autres. Puis on doit être capable de reconnaître, puis là, je vais mettre de l'emphase sur l'effort, les compétences et les résultats. L'effort, hein? Il va falloir récompenser l'effort beaucoup, beaucoup parce que ça nourrit le sentiment de compétence, ça nourrit le sentiment d'autonomie. Ça va être super important. Puis, ce qui est accessible à tout, ben, c'est l'organisation du travail, comme je vous le disais, puis tout ce qui est le développement des habiletés. Si je développe certaines habiletés à mieux influencer, à mieux donner de la rétroaction, à mieux négocier, ben, c'est sûr et certain que je vais par défaut nourrir tous ces éléments-là que je mentionne depuis le début du webinaire. Je vais aller regarder Karine, voir, est-ce qu'il y a des questions, Karine? C'est bon, OK, parfait. Là, vous êtes tous en train d'absorber, là, d'absorber ce que je suis en train de vous dire. Parfait. Donc, ben, écoutez, je continue. Donc, dernier. Donc, on parle de motivation puis de mobilisation. C'est important, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on recherche. On a certains éléments clés. On ne peut pas agir sur tout. Je n'irai pas tout changer mes processus de ressources humaines. Je ne peux pas agir sur tout. Dans un contexte d'équipe, puis d'équipe, là, dans le titre du webinaire, on disait une équipe projet, mais vous pouvez probablement l'élargir à votre équipe de travail. Mais dans le contexte d'une équipe, je peux me poser la question, ben là, sachant ça, là, est-ce que je dois intervenir ou je dois juste changer mon comportement? Donc,
l'idée, ça va être de se poser la question, ben, je vais poser un diagnostic. Est-ce que mon équipe est dans une condition d'équipe normale? Est-ce que les conditions d'efficacité de mes équipes sont réunies? Quand je vous parle d'équipe, des équipes, là, vous allez devoir faire un petit travail là, parce que vous avez votre équipe, peut-être avec laquelle vous êtes habitué de travailler sur une base quotidienne. Mais disons que vous travaillez sur un projet, ben, vous avez peut-être une équipe de projet que vous voyez un petit peu moins souvent. Puis si vous avez 5 projets, vous avez probablement 5 équipes. Hein, fait qu'il faut vraiment l'appliquer là, à tous ces sous-ensembles-là. Un premier modèle que je vous présente, c'est le modèle des stades de performance d'une équipe de Tuckman. C'est un modèle qui existe depuis longtemps. OK, mais c'est juste pour le contextualiser. En fait, ça démontre les étapes normales qui mènent une équipe à devenir performante. OK, c'est des stades normaux. Évidemment, là, souvent, on veut atteindre ce stade de performance-là. Bon, on verra si c'est vraiment ce qu'on recherche tout le temps. Normalement, une équipe normalement constituée, mon Dieu, là, je fais des grosses généralisations, mais une équipe va commencer par un stade de formation. La formation, c'est quoi? Ben, c'est la lune de miel, là. On forme l'équipe pour la première fois, ou il y a quelqu'un qui se rajoute à l'équipe, ou il y a quelqu'un qui sort de l'équipe. Hein, aussitôt qu'on modifie la constitution de l'équipe, là, on est un peu dans le stade de formation. On n'a pas nécessairement, là, imaginez, là, il y a une nouvelle personne qui se joint à l'équipe. On ne sait pas nécessairement comment interagir avec cette personne-là. Est-ce qu'elle va être à l'aise avec nos règles? Elle arrive peut-être d'une autre équipe, puis il y avait une autre manière de fonctionner, hein, la formation. Mais on dit souvent que c'est la lune de miel. Pourquoi? Parce que, ben, écoutez, hey, on va travailler sur ce projet-là ensemble, ça va être super agréable, ça va être le fun. C'est un moment qui est très positif pour l'équipe. Si l'équipe évolue normalement, elle va transitionner vers un stade de turbulence, qu'on appelle en anglais le fameux storming. Là, on s'entend un peu moins bien. La lune de miel est finie. La lune de miel est finie, ça veut dire qu'il y a des petits conflits qui vont commencer à naître. Puis ça, c'est normal. Et je vous dirais que jusqu'à un certain point, c'est souhaitable. On ne veut pas qu'il y ait de conflits relationnels, mais c'est correct que les gens soient capables, soient en confiance suffisamment pour soulever des points qui sont pas, qui doivent être soulevés. En fait, là, dans le stade de turbulence, souvent, les gens ne s'entendent pas sur c'est quoi exactement l'objectif qu'on doit atteindre ou on ne s'entend pas nécessairement sur comment on va l'atteindre, cet objectif-là. C'est un stade qui est important parce que s'il est bien géré, l'équipe va transitionner vers un stade de normalisation. La plupart de vos équipes, probablement, là, qui roulent bien, qui atteignent leurs objectifs, vont être dans un stade de normalisation. Le stade de normalisation, c'est quoi? C'est que l'équipe s'est donné des normes, hein, normalisation, normes. C'est probablement une mauvaise traduction de l'anglais, mais il y a des normes qui se sont établies, formelles ou informelles, là. C'est pas, ça n'a pas besoin d'être écrit sur papier, c'est pas nécessairement des processus. Ça se peut que ce soit juste des normes informelles qui fait en sorte qu'on sait comment travailler ensemble. On a une manière de travailler. Ici, là, l'équipe est en mesure d'atteindre ses objectifs. J'atteins mes objectifs. Ici, là, on est capable de les atteindre. C'est ce qu'on recherche pour la plupart des équipes parce que ça demande, c'est le minimum, hein, on veut que nos équipes atteignent l'objectif. Mais on pourrait vouloir aussi, puis là, c'est là où quand on commence à parler peut-être d'engagement puis de mobilisation, mais on voudrait peut-être que certaines de nos équipes soient dans un stade de performance. Si j'atteins les objectifs dans un stade de normalisation, bien, dans le stade de performance, c'est comme sous-entendu que je vais les dépasser, ces objectifs-là. L'équipe là, génère une énergie qui va au-delà de ce qui est attendu. Hein, je vais au-delà de ce qui est requis. Tous les membres individuels sont motivés. Collectivement, on est mobilisé dans ce stade-là. La performance, c'est quoi? C'est que l'équipe est efficace, est efficiente, autrement dit, elle atteint ses objectifs, elle les atteint de la bonne manière, mais aussi, les membres sont satisfaits de la qualité de l'expérience qu'ils ont dans cette équipe-là. Ça ne veut pas dire que tout le monde s'entend toujours à 100%, mais les gens sont contents des apprentissages qu'ils font dans l'équipe.
La raison pour laquelle je vous montre ce diagramme-là, puis on pourrait passer énormément de temps à en discuter, mais c'est que ça pourrait être intéressant de voir dans votre équipe, là, vous vous positionnez où en ce moment, dans votre ou vos équipes. Si très certainement, là, la plupart de vos équipes ne sera pas nécessairement dans un stade de performance. C'est un stade qui est fragile. C'est un stade qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Hein? Tout le sentiment de compétence, d'autonomie, il faut que je le nourrisse très, 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 très fortement. Une équipe performante, on va dire souvent là, que c'est des équipes qui essayez pas d'être, on va garder ça en bas de 9 membres. Là. Je peux pas être plus que 9 si je veux être hyper performant. Parce que si je veux que la qualité de l'expérience soit là, que j'aie de la formation qui est personnalisée, que les gens soient très, très efficaces les uns avec les autres, ben là, si le groupe devient trop gros, ça ne fonctionnera pas. L'autre chose, c'est que c'est un stade fragile parce que, comme je vous disais, là, j'enlève une personne de l'équipe, puis je la change, mais on retombe dans un stade de formation. Si vous êtes dans un stade de turbulence, ben vous pourriez vous poser la question, oh là là, comment je fais pour sortir de ça? Là, je pense que dans certains moments ou pour certains aspects du travail, on est dans de la turbulence. L'idée de ça est là où ça nous amène à avoir, à réfléchir à qu'est-ce que je peux faire pour favoriser la mobilisation. C'est que peu importe ce qui arrive, le secret là, pour être capable d'atteindre un stade soit de normalisation de performance, mais c'est de revenir à la formation. C'est d'être capable de dire, OK, on va revenir à l'essentiel de qu'est-ce qu'on est comme équipe, puis ça va nous permettre justement d'établir de la confiance, d'établir des liens, etc., etc. Mais ça demande de l'énergie. Fait que parfois, il faut revenir à certains de ces aspects-là de la formation pour se permettre d'aller vers un stade de performance. Donc, outil diagnostic, mon équipe, elle est où? Puis basé sur mon équipe. Puis, honnêtement, si vous êtes dans un stade de turbulence dans vos équipes, ben, des fois, il faut demander de l'aide. Là. Quand on est rendu là, si on est rendu à demander de l'aide parce que c'est pas toujours évident de s'en sortir seul. Pour atteindre un stade de performance d'équipe, ce qui est peut-être le stade le plus souhaité, là, on veut que les gens soient. Il y a des conditions qui ont été établies par un chercheur qui s'appelle Ackman. Euh, et lui, bon, il a fait beaucoup, beaucoup d'écrits intéressants sur les équipes. Puis entre autres, là, il disait ben, on survalorise probablement l'équipe. Hein, dans notre travail, dans notre société. Une équipe, c'est un moyen, c'est pas la fin en soi. C'est-à-dire que, puis là, il donnait l'exemple, il disait, ben, par exemple, là, si je travaille sur une ligne, voyons, une ligne aérienne, puis j'ai une flotte d'avions, puis j'ai des agents de bord, puis des pilotes, ben, si l'équipe est si riche que ça, ben, ce que je devrais faire, c'est assigner un avion à un pilote, puis toujours les mêmes agents de bord. Mais concrètement, c'est pas faisable de faire quelque chose comme ça. Hein? Ça ne s'opérationnalise pas, c'est impossible de faire ça. Donc, une fois que c'est dit, quand j'ai décidé que mon équipe fallait que j'aille de l'avant, ben, il a établi des conditions qui va dire qu'ils sont essentielles. S'ils ne sont pas là, ces conditions-là ne sont pas là, ça va être très difficile de faire en sorte que mon équipe va être mobilisée. Puis, il va donner des conditions qui sont facilitantes. Autrement dit, ils n'ont pas besoin d'être là. L'équipe va être capable d'avancer probablement vers un stade de normalisation quand même. Peut-être pas un stade de performance, mais en tout cas, moi, je peux vous dire, pas un stade de performance, mais va pouvoir quand même évoluer quand même. Donc, dans les conditions essentielles, on dit ben, d'être une vraie équipe. Une vraie équipe, ça veut dire que ben, l'équipe est reconnue, là, puis on sait que que l'équipe existe. Ça semble un peu évident, là, mais disons que vous faites un projet puis que vous sollicitez 5 personnes de 5 départements différents, ben de juste être capable de dire oui, oui, on est une équipe, là. On l'a nommé, on s'est mis sur un petit bout de papier, on fait partie d'une équipe, on a un projet spécial à mener, ben d'être vraiment reconnu, ça, c'est le minimum. Si l'équipe n'est pas reconnue, ça ne fonctionnera pas. On dit avoir un objectif convaincant. Souvent, l'exemple que je donne pour ça, là, c'est que imaginons-nous là, qu'on est tous dans la même pièce, puis qu'il y a un autobus dehors. Puis là, moi, je vous dis, hey tout le monde, il y a un autobus dehors. Il y a un autobus, venez-vous-en. La première question que vous risquez de me poser, c'est où est-ce qu'on s'en va? Hein? Où est-ce qu'on s'en va? Vous ne me demanderez pas c'est quoi la couleur de l'autobus, qui va dans l'autobus. Hein, vous risquez de me poser la question où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on se dirige? Donc, d'avoir
cet objectif-là, de où on s'en va, ben, c'est essentiel pour que l'équipe puisse atteindre son objectif. Puis ensuite, ben, on dit avoir les bonnes personnes. Puis là, je vais tout de suite amener une nuance, parce qu'avoir les bonnes personnes, le bon, là, il peut vouloir dire beaucoup de choses, mais c'est-à-dire qu'on va vouloir avoir les gens qui ont la bonne expertise, puis le bon savoir-être. Ça ne sera jamais parfait, mais imaginez-vous là, que je fais un projet où je dois reviser les processus comptables de l'organisation, puis il n'y a personne qui connaît la comptabilité. Bien, ça ne marchera pas là. OK? C'est ce que ça veut dire avoir les bonnes personnes. En revanche, c'est rare une équipe qui est formée puis qui est complètement compétente dans les sujets qu'elle doit développer. C'est pour ça que les conditions facilitantes viennent rentrer en ligne de jeu. Donc, condition essentielle d'une vraie équipe, avoir un objectif convaincant, avoir les bonnes personnes autour de la table. Puis ensuite, bien, les conditions facilitantes. Ce que je peux faire pour aider en tant qu'organisation, en tant que bien, avoir une structure adéquate. On n'a pas toujours le contrôle là-dessus, là. Ceux qui sont dans le secteur public, ceux qui sont dans des milieux très syndiqués, c'est difficile. On ne peut pas ajuster la structure organisationnelle puis jouer avec les règles si facilement que ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être efficace en tant qu'équipe, mais c'est sûr que ça vient nous freiner. Imaginez-vous, là, je fais un projet spécial, puis on me change de département pour 3 mois, bien, c'est sûr que c'est facilitant. Hein, c'est sûr que c'est facilitant pour moi dans mon travail que je vais faire avec cette équipe-là. Être soutenu par l'organisation, ben, ça veut dire que l'organisation reconnaît que mon projet existe, par exemple, puis que mon équipe est importante. Puis finalement, bien, aussi, on dit recevoir du coaching d'équipe. Ça, sur quoi vous avez beaucoup de pouvoir là, ici. Recevoir du coaching d'équipe. Du coaching d'équipe, c'est quoi? Ben, c'est que soit par, là, des fois, c'est des coachs externes, soit par le superviseur, mais soit par les collègues entre eux, ben, on adopte des comportements qui font en sorte que les gens vont se développer. Vont se développer. Développer leur expertise puis leur savoir-être. Donc, les deux choses à retenir sur ces aspects-là, les stades de développement de Tuckman, où est-ce que mon équipe se situe? Puis, ben, bon, peut-être que j'ai besoin de revenir à certains aspects fondamentaux de la formation. Puis, est-ce que les conditions essentielles sont réunies pour que mon équipe puisse atteindre éventuellement un stade de performance où l'équipe va être mobilisée? Je Benoît, regarde Karine. Oui. oui, cette fois-ci, on a eu des questions. Je ne sais pas si tu vas Oui, vouloir revenir à ton modèle de oui, Tuckman parce que tout à fait. on a une première question. Je vais te les relancer toutes en rafale parce qu'elles sont toutes dans la même thématique. On demande s'il y a un laps de temps considéré normal pour passer le stade de turbulence. On mentionne aussi s'il y a un taux de roulement élevé dans un département, on finit par se retrouver toujours à l'étape de formation. Fait que, est-ce que c'est vraiment le cas? Puis, en période de réorganisation, ça veut dire donc que ça devient plus complexe de garder les gens motivés parce qu'on est toujours dans l'insécurité. Donc, voilà les traces d'intervention qu'on a eues que je te laisse commenter. Parfait. Donc, si on prend la première question sur le temps, il n'y a pas de ligne de temps ici, hein? Il n'y a aucune ligne de temps. Donc, il y a des équipes qui vont passer dans un stade de turbulence, ils vont passer 5 minutes. Il y a des équipes qui vont passer 2 ans. Je peux atteindre un stade de normalisation, puis il n'y a rien qui m'empêche de revenir au stade de turbulence. Il n'y a rien qui empêche l'équipe de faire ça. Euh, Souvent, là, ça va dépendre de ce que vous voulez faire, mais souvent, là, quand on forme une équipe, on va essayer de faciliter l'équipe, de dire c'est normal, OK, c'est normal qu'elle passe par un stade de turbulence. Je vais essayer de faire en sorte qu'on reste là le moins. Il ne faut pas avoir peur du conflit, mais que de faire en sorte que ça émerge rapidement, puis qu'on sort de ça le plus rapidement possible. Mais après, chaque équipe ça demande de l'énergie de faire ça, là. Fait qu'il faut que j'aille le temps aussi de m'en occuper. Fait que c'est pas il y a pas de, donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de ligne de temps définie. Ça va vraiment être contextuel. L'intérêt du modèle, c'est d'être capable de dire à un moment X où est-ce que je me trouve. Puis là, de dire ben, peut-être que je vais prendre une action en conséquence. Donc, pas de ligne de temps. Ça peut monter, ça peut descendre. Si vous avez des changements organisationnels qui bougent, des choses qui bougent beaucoup, oui, effectivement, ça ne vous facilite pas la tâche, hein. Tantôt, quand je disais là, les conditions facilitantes, là, être soutenu puis avoir une structure adéquate, c'est pas facilitant, là. C'est pas facilitant que les règles fonctionnent, qu'il y ait un taux de roulement élevé. Mais tu sais, là, c'est la poule et l'œuf, hein. Pourquoi il y a un taux de roulement élevé? Puis là, ben, pourquoi je ne suis pas capable de faire ma formation? Ça tourne en rond. Moi, ce que je vous suggère, c'est de toujours vous dire, le contexte organisationnel ne sera jamais parfait.
Le bon moment sera jamais le bon. L'idée, c'est de vivre avec l'imperfection de la situation puis de se poser la question, dans ce contexte-là, je fais quoi? Dans ce contexte-là, je fais quoi? Mais très certainement, ça ne vous facilite pas la tâche. Hein? Puis c'est quand on parle d'être soutenu par l'organisation puis d'avoir une structure adéquate, ben c'est sûr et certain que ça ne vient pas vous faciliter la vie si les choses bougent énormément. Est-ce que ça répond aux questions, Karine? Je pense que oui. Oui, super. S'il y a d'autres questions sur d'autres questions, je vais les reprendre. Là, ouais. Ça va, Karine? Oui. Oui, super. Donc là, ben, OK, on a parlé de motivation, de mobilisation, le temps avance. Comment passer à l'action? Alors là, on va passer à l'action. On se dit, OK, maintenant, une fois que je sais ça, qu'est-ce que je peux faire? Là, vous avez compris, là, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, puis il va falloir que ça soit adapté à la situation dans laquelle vous êtes. Mais très certainement, je vous ai parlé de formation, puis je vais dire de consolidation d'équipe, là, c'est-à-dire revenir au stade de formation, s'entraîner à bien avoir des bases solides de l'équipe, ben, c'est une des pistes d'action possibles. Ensuite, ben, comme on parle de sentiment de compétence, de sentiment de confiance, mais il va avoir de poser des actions qui sont concrètes puis répétées. Ah, puis je vais dire, je vais rajouter authentiques, OK, qui sont authentiques. Donc, fait qu'il va avoir vraiment le comportement qu'on va avoir. Puis au final, ben, il va aussi avoir toutes les habiletés que je peux, moi, aller chercher pour me développer de plus en plus puis d'être meilleur dans mon rôle. Si je suis meilleur dans ces habiletés-là, ben, tout le reste va suivre, forcément. OK? Fait que d'être capable de les nommer, ces habiletés-là. Si je commence par le premier, la formation et la consolidation d'équipe, je vous donne en rafale des suggestions. OK? Puis là, c'est en rafale dans le sens où ça demande une petite recherche supplémentaire probablement pour être capable de bien comprendre ce que toutes ces suggestions-là peuvent vouloir dire. Par exemple, là, bon, on a le classique, là, organiser une activité de team building. Hein? C'est sûr que si j'organise une activité où les gens peuvent se parler, interagir ensemble. Je sens que je fais partie du groupe. Oups, la motivation, les besoins psychologiques fondamentaux, la confiance se développe, etc. Donc, c'est vraiment bon. On pourrait aussi dire faire une organisation de consolidation avec des profils psychométriques. Il y en a probablement entre vous qui ont déjà fait ça, là, mais on va faire un profil psychométrique, là, remplir un questionnaire du type DISC, des ISC ou MBTI, hein, des profils qui vont nous permettre de parler de nous, mais d'une manière un peu différente de la manière dont les gens nous perçoivent dans l'organisation. Donc, ça peut permettre de revenir aux bases du fondement de notre équipe. Améliorer l'organisation de vos réunions aussi. Et là, on est beaucoup dans le humain, la confiance, la compétence. Bien, c'est sûr et certain que plus mes réunions vont faire de sens, plus ils vont solliciter les compétences de mes participants, bien, plus les gens vont être mobilisés à faire partie de l'équipe. Donc, améliorer l'organisation de vos réunions. Demandez de la rétroaction à vos collègues. OK, bien, pour savoir là, justement comment vous êtes perçu, de dire à vos collègues, ben, non, la question clé, là, c'est qu'est-ce que je pourrais faire qui facilite, qu'est-ce que moi je pourrais faire qui faciliterait votre travail? Hein, qu'est-ce que je pourrais faire qui vous aiderait, là, qui faciliterait votre travail? Fait que d'aller demander de la rétroaction à ses collègues, faire des rétroactions d'équipe de type d'acquis. Ici, j'ai dit d'acquis, mais il y en a d'autres. Là. Le d'acquis, pour ceux qui vont, avant qu'on me pose la question, le d'acquis, là, c'est un acronyme en anglais, Drop, Add, Keep, Improve. Vous pouvez chercher ça, mais c'est un petit atelier où on se pose la question, dans ce qu'on fait présentement en tant qu'équipe, là, qu'est-ce qu'on devrait laisser tomber? Qu'est-ce qu'on devrait ajouter? Qu'est-ce qu'on devrait améliorer? Hein? Qu'est-ce qu'on devrait garder? Ce qui est le fun de ces ateliers-là, c'est que c'est plus moi qui décide pour l'équipe, c'est l'équipe qui développe sa compétence et son autonomie à identifier, hein, c'est les choses qui doivent être améliorées. Fait que ça nourrit le sentiment de compétence, etc., etc. Vous pourriez créer une charte d'équipe, hein, une charte d'équipe qui va. Vous pouvez googler, il y a des beaux exemples de charte d'équipe, mais créer une charte d'équipe où on va revoir nos objectifs en tant qu'équipe, nos valeurs, notre mode de fonctionnement, si jamais il y a des conflits. Apprendre à célébrer aussi, hein. Célébrer, on disait tantôt l'effort et les résultats, mais d'apprendre à célébrer d'une manière régulière.
Revoir les processus d'accueil et d'intégration des nouveaux membres. Hein, des fois, là, on va dire, OK, là, c'est très formel, là. J'accueille, on intègre pendant 3 semaines, mais là, fou, qu'est-ce qui se passe après, là? Donc, de vraiment avoir un soutien réel pour l'intégration des membres à l'équipe, ça apporte un sentiment de justice aussi là, lorsqu'on fait ça. Puis, donner de la formation aux membres de l'équipe, hein, leur permettre de se développer. Donc, pour consolider l'équipe, ce sont des idées là, pour sortir des stades de turbulence, accéder éventuellement à des stades de performance. Ce sont certaines équipes, certaines idées. Du côté des actions concrètes à poser, ben là, on va aller plonger dans ce qu'on a dit précédemment, mais on disait qu'on fallait des comportements qui soutiennent la compétence, l'autonomie, puis l'engagement. Puis là, vous l'avez nommé en grand, l'engagement durant le premier WOCLAP. Ben, des sentiments, bon, des comportements qui soutiennent l'autonomie, la compétence, pardon. Non, mais premièrement, être clair dans ce qu'on s'attend des autres, hein, de communiquer ses attentes clairement. Ça prend du temps. Tout ce que je vais vous mettre ici, là, ça prend du temps. OK, ça prend du temps, mais il faut le prendre. Allouer des tâches adaptées aux possibilités de chacun. Donc, je m'ajuste vraiment à la compétence. Et là, j'ai un nouvel employé qui vient d'arriver. Il n'est pas aussi bon que je pensais qu'il serait, mais là, je vais y en donner, je veux qu'il démontre qu'il est capable. Ben, honnêtement, là, ça ne donne rien de faire ça. Je suis aussi bien de m'adapter à où est-ce qu'il est rendu, puis de dire après 2, 3 mois, dire écoute, le gap est trop grand, on n'y arrivera pas, que de lui mettre des tâches qui vont le démotiver, puis que sa démotivation va se répercuter sur tous les autres membres du groupe. Offrir des encouragements et des défis. La compétence, là, si je suis pile poil sur ma compétence tout le temps, ben, je ne suis pas en train de la développer. Fait qu'il faut que je sois capable de donner des défis aux autres un petit peu, de dire ça, là, est-ce que ça représente un défi pour la personne? Défi, ça ne veut pas dire que c'est difficile, ça veut dire que c'est atteignable. Hein, c'est ambitieux, mais c'est atteignable. Fournir des conseils sur l'avancement, recommander. Pas ce qu'on a besoin, mais sur comment procéder. Donner de la rétroaction constructive après l'effort. Pas le résultat, mais après l'effort. Hein? On reconnaît l'effort que l'employé ou que notre collègue a eu. Des actions qui promouvoient l'autonomie, ben, aider la personne à identifier elle-même les problèmes et les solutions. Hein, faire du coaching, avoir une approche de coach davantage que d'être directif. Offrir des choix véritables, proposer des options A et B. Au lieu de dire, je pense que tu devrais faire ça, dire, écoute, je pense qu'il y aurait deux manières de proposer celle-là puis celle-là. Laquelle des deux est-ce que tu souhaiterais prendre? Valoriser les initiatives. Hey, c'est une super bonne idée. On ne peut pas le faire maintenant, je t'explique pourquoi. Telle raison. Mais on pourrait peut-être prendre cette idée-là puis la faire. Hein? On ne dit pas non à une initiative. OK? On essaie de la placer dans le temps. On essaie de la rendre concrète ou de la rendre réalisable. Reconnaître et accepter les difficultés. Pas toujours facile. C'est pas toujours, les gens vont être déçus, ils n'auront pas réussi. Donc, d'être capable de dire, hey, je sais que tu n'étais peut-être pas à l'aise avec le fait que ça n'a pas fonctionné de la manière que tu voudrais, etc., etc. Puis, susciter l'engagement, ben, se préoccuper des problèmes des autres. Là, on voit que c'est très humain, mais c'est ça quand même. On ne peut pas agir sur d'autres choses. Fait qu'on peut agir là-dessus. Exprimer de la bienveillance, hein, de démontrer qu'on est là pour l'autre, pour nos collègues. Partager son temps, son énergie, ses intérêts. Et finalement, savoir aussi s'effacer. Savoir quand c'est le temps de dire, oh, la personne, elle n'a pas besoin que je sois là en ce moment-là. Elle n'a pas besoin de ma relation, là, c'est moi qui en ai peut-être besoin, c'est l'autre qui n'en a pas besoin de savoir s'effacer. Vous comprenez là, que c'est très, très comportemental. Là, je cogne, là, je sens que je suis comme en train de cogner sur un clou, là, mais je continue de cogner sur le clou parce que ça, c'est ce que des comportements qui vont venir favoriser ces aspects-là. Mais pour le climat organisationnel, ben, c'est un peu la même chose. Là. On va vouloir avoir des comportements qui soutiennent la confiance, le soutien, la justice, le pouvoir d'agir. Là, je vous les donne en rafale, mais la confiance, ben, être cohérent entre ses paroles et ses actes. Hein, que les bottines suivent les babines. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je le dis comme il faut. Hein, mais ça, puis je peux vous dire, là, je reçois beaucoup de gens en coaching, puis quand je vais en organisation où c'est un problème très, très, très fréquent. Là. On veut plaire aux autres, on fait des promesses, puis finalement, on ne rencontre pas ces promesses-là. Il faut vraiment, vraiment faire attention. Apprendre à déléguer son contrôle. Hein, apprendre à déléguer son contrôle.
Le soutien, ben, arriver à défendre, être capable de défendre ses employés, de considérer les besoins personnels. Il y a un lien avec ce qu'on a vu. Démontrer écoute et empathie. On essaie de comprendre vraiment, fondamentalement, ce qui se passe chez l'autre. Pour tout ce qui est la justice, ben, revoir les règles, les procédures pour s'assurer que le tout est le plus juste possible. Être équitable dans ses relations aussi, autant qu'on accorde aux différentes personnes, hein, d'accorder du temps aux gens dans la relation. Dans le pouvoir d'agir, ben, donner du sens au travail. Hein, de ne pas dire qu'il y a des. Tu sais, il y a ah, ça, là, personne n'aime ça faire ça. Ouais, non. OK, on va essayer de changer la manière dont le travail est fait pour que quand on est obligé de le faire, ben, ça soit valorisant de le faire. Appuyer les initiatives, être tolérant aux erreurs de bonne foi aussi, hein, d'accepter l'erreur. Moi, j'ai une règle que je me dis, c'est on peut, j'essaie de me donner pour moi quand je joue au tennis, par exemple, tu sais, j'essaie de faire, je me dis, essaie de ne pas faire la même erreur 2 fois, là. Tu sais, faire une erreur une fois, c'est correct. Faire la même erreur 2 fois, là, je commence à être, hein? Fait qu'on essaie de favoriser la reconnaissance, ben, donner de la rétroaction, je l'ai déjà mentionné, mais positive aussi, hein, positive. Donc, je reconnais ce qui est fait pour l'effort, récompenser, remercier, 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 puis célébrer. Hein, ce sont tous des comportements qui vont favoriser la mobilisation. Évidemment, il faut que ça soit authentique, tout ça, là. Il faut que ça sorte de quelque chose qui est vraiment vrai. Puis finalement, ben, je vais conclure avec ça, mais la question à se poser, c'est aussi dans tout le développement des habiletés. Hein. Tout ça, ces comportements-là, ben, la source, c'est des habiletés qu'on peut développer. Puis en rafale, là, ben, évidemment, quand je développe mon leadership, quand je reçois de la formation sur l'intelligence émotionnelle, sur la gestion des conflits, la négociation, la collaboration, les habiletés politiques, la délégation, etc., ben, à chaque fois que je suis en train de faire ça, forcément, je suis en train de me donner des outils qui me permettent de donner une meilleure rétroaction, d'instaurer la confiance, etc., etc. Puis c'est un peu pour ça là, que il y en a plusieurs d'entre vous qui ont probablement des programmes de développement dans vos organisations parce que c'est validé, c'est validé par les études. Je regarde Karine, est-ce qu'il y a des questions? On a eu une excellente question. On Oui, mentionne en période de télétravail, oui. c'est beaucoup plus difficile de cerner la démobilisation. Est-ce Oui. qu'il y a des trucs pour être à l'affût? Oui, ben, là, j'assume un contexte de télétravail à 100%, hein, 100%. Je vais juste vous donner des petites, des choses de base qu'on savait avant la pandémie, puis qu'on commence à, de façon générale, tu sais, la motivation individuelle de travailler en télétravail, mais elle est influencée par notre perception de l'avantage qu'on a à travailler en télétravail. Par exemple, si moi, je trouve que pour ma conciliation travail-famille, ben, je vais être motivé là, à être en télétravail, puis je risque probablement d'être reconnaissant de ça, puis d'ajuster mon comportement. En revanche, l'analogie, c'est, je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent, c'est l'analogie du crapaud dans l'eau chaude, là. Est-ce qu'il y en a qui la connaissent, là? Donc, si on met un crapaud dans de l'eau bouillante, il va sortir immédiatement, mais si on le met dans de l'eau froide, puis qu'on monte la température très tranquillement, il va rester là, puis à un moment donné, poup, il va mourir, puis il ne sortira pas de l'eau. Hein, il n'y aura pas la sensation qu'il y a un problème. Quand on parle de besoin de compétences, d'autonomie, mais aussi d'affiliation, là, le lien social, je vous ai dit tantôt que ces besoins-là, ils étaient universels. Mais avec le temps, en télétravail, ben c'est sûr et certain que ce besoin-là, il n'est pas toujours nourri à 100%. Fait que ça va être important de le nourrir, ce besoin-là, hein, de dire, OK, compétence, autonomie, puis, mais l'aspect social, je dois le nourrir. Les entreprises, souvent, ce qu'ils vont faire, vont dire, ben, on va se rencontrer tous au moins une fois par mois pour être capable là, de se voir ensemble puis de tisser ces liens-là. Euh, Dans un contexte de télétravail, juste pour répondre un petit peu plus directement à la question, de dire, ben moi, peut-être que je perds un sentiment de contrôle par rapport à ce qui se passe dans mon équipe. Sont-ils mobilisés ou pas? Souvent, là, je vous disais tantôt, là, est-ce que je suis en maîtrise de mes objectifs, là? Hein, l'objectif devient vraiment important lorsqu'on est en télétravail ou lorsqu'on est à distance. Est-ce que les objectifs sont là? Fait que les gens, au lieu de voir leur temps comme étant un nombre d'heures passées, vont le voir en termes d'objectifs. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs pour la journée? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs pour la semaine? Donc, on devra passer probablement plus de temps à discuter de ces objectifs-là, où est-ce qu'on veut arriver,
que de vouloir comme être assuré que les gens vont passer exactement le temps qui doit être passé sur la tâche. C'est un grand sujet. C'est un grand sujet, là, super long. Ceux qui veulent rester, à la fin, je peux peut-être faire quelques commentaires de plus, mais là, je vois le temps qui passe. Mais oui, c'est plus difficile, puis il faut passer du temps à vraiment continuer de nourrir ces besoins-là, même à distance, puis de centrer vraiment le travail sur les objectifs, pas nécessairement sur les moyens ou sur le temps passé. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Karine? Non, Je pas d'autres vous questions. fais un petit récapitulatif là, de conclusion pour le webinaire. Tout le monde va finir son lunch, puis tout le monde va partir de façon très rapide. Mais l'idée, là, c'est que ça passe beaucoup, beaucoup par le savoir-être. Pourquoi? Parce que c'est ce que je suis en contrôle. Je suis en contrôle du développement de mon savoir-être. De réfléchir au développement des compétences de son équipe. Hein. Mon équipe, elle a besoin de quoi? Les membres de mon équipe, ils ont besoin de développer quoi? Qu'est-ce qui les valorise comme compétences? De réfléchir aussi au développement de leur autonomie. Comment ils vont devenir autonomes là-dedans, là? Puis de passer à l'action. Donc, de poser soit des actions concrètes ou des actions là, de consolidation d'équipe. Vous allez recevoir, je pense, on va vous envoyer une petite fiche à la fin de la formation qui va vous amener à réfléchir à ces 4 aspects-là. Hein, pour pousser la réflexion, là, vous avez probablement réfléchi à beaucoup de choses ce midi, mais de dire, ben, OK, par rapport à ces 4 aspects-là, qu'est-ce que moi, je peux mettre en application concrètement dans mon travail? Je crois que Eliane va avoir un petit mot de la fin pour vous. J'en profite pour vous remercier pour votre temps ce midi. On va tous aller luncher. Non, non, mais de vous remercier beaucoup pour votre temps ce midi. Puis j'espère que ça vous a aidé, que ça a allumé quelques petites lumières. J'espère que ça va vous permettre de passer à l'action et je laisse Eliane le mot de la fin.